Sur la vie sociale des objets, j'ai trouvé que effectivement cette coiffure qui avait eu différentes vies était un objet d'analyse assez intéressant. J'ai fait plusieurs communications sur la vie sociale de cet objet, et puis aussi j'ai publié un article dans la revue Gradiva. Alors effectivement, l'idée l'idée c'est que un objet il a une vie différente de celle à laquelle il a été destiné à l'origine. Hein. Il peut avoir, en fonction des contextes dans lesquels il est envisagé, il peut prendre différentes significations qui sont tout à fait étrangères à la signification qu'on lui avait donnée à l'origine de sa création. Donc c'était l'idée. Donc effectivement, là on a affaire à une coiffure qui était utilisée dans un rituel qui est dit Tlasila, qui était un rituel disons, qui était une cérémonie une cérémonie qui était un rituel qui était détenu par des chefs. Et dans cette cérémonie Tlasila, la coiffure faisait partie du costume du danseur, qui était souvent une couverture, soit une couverture blasonnée, soit une couverture de chilkat, la coiffure avec un fronteau en bois sculpté, représentant soit un personnage, soit un blason, soit un personnage qui appartenait à au patrimoine mythologique du groupe, et puis des hermines, un bandeau en hermine avec une traîne d'hermine, et puis des barbillons d'otarie. Voilà. Et donc en fait aussi, le chef avait aussi un hochet corbeau. Cette coiffure, dont au début on ne connaissait pas le propriétaire, mais après l'objet a été nettoyé, restauré, et après le nom du propriétaire est apparu. Bon. Et donc c'était un objet qui, en fait, le moment radical dans l'histoire de cette coiffure, effectivement, ça a été la confiscation, puisqu'il a été extrait de son milieu d'origine. Donc, cet objet fait partie de la Potlatch Collection, de ce dont j'ai parlé. Elle a été photographiée, c'est comme ça qu'aussi on a pu l'identifier. Mais par rapport à un grand nombre d'objets de la Potlatch Collection, elle était confisquée certes, mais elle a une histoire qui est plus particulière. Parce que finalement, en faisant mes recherches, je me suis aperçue que cette pièce avait été vendue à Georgia High par la femme du policier qui avait arrêté les chefs Kwakwaka'wakw, Angerman. Et elle a été achetée par Georgia High, non pas dans le premier lot des 32 pièces en 1922, mais en 1926, lors de de sa campagne de collecte en 1926. Alors, il est possible que même dans
dans les histoires de cette Potlatch Collection, qu'il y ait des objets bon, il s'est servi en quelque sorte, hein. Soit peut-être avec la complicité aussi de l'agent des affaires indiennes, hein, qu'il y a peut-être eu un deal entre eux, bon, je ne sais pas, hein, parce que ces objets qui étaient des objets, comment dire, païens, par le truchement de la confiscation, sont devenus des objets ethnographiques, hein. Et en fait, on a vu même cette transformation se produire sur disons, le champ même, enfin, donc à l'endroit même de la confiscation, quand ces objets ont été rassemblés, étiquetés, comment dire, photographiés. Et ce qui est intéressant, justement, à ce propos, et en plus, oui, donc les objets ont été rassemblés, mais les habitants d'Arles Bay, en fait, ils devaient payer quelques cents pour pouvoir pénétrer dans l'endroit où étaient rassemblés les objets. Mais ce qui était intéressant, justement, c'est qu'on voit que les objets cérémoniels, donc effectivement, c'était un objet précieux, un objet... alors, ce qui est intéressant, c'est que dès la confiscation, la pièce, l'objet, il dit, une fois l'exposition mise en place, j'ai l'intention de prendre quelques photographies des différents types de pièces, car cette occasion ne se représentera certainement pas. Et puis, en plus, après, il dit plus tard, je ne sais plus où exactement, il dit que, bon, bah, que finalement, que cet objet, que cette collection est d'un grand intérêt, et qu'elle est d'un grand intérêt pour les musées locaux, pour les musées nationaux. Donc en fait, des objets qui étaient le témoin de pratiques païennes deviennent d'un seul coup des objets ethnographiques qui sont des objets témoins d'une société qui est en voie de disparition et dont la culture est amoindrie, enfin, etc. C'est devenu elle est devenue, comment dire, elle est devenue, elle a complètement, complètement changé de statut. Et donc, oui, c'est ça, c'est que puisque les objets étaient dissociés du potlatch, ils sont devenus inoffensifs, disons, par l'artifice de la décontextualisation. Et ils deviennent effectivement des objets témoins d'un peuple en voie de disparition. Alors, la coiffure, j'ai dit que les autres objets avaient été au musée d'Ottawa, au musée de Toronto. Les objets du musée d'Ottawa ont été, je crois que seules quelques pièces, en fait ils sont restés dans les réserves, et seules quelques pièces ont été montrées dans une exposition qui a eu lieu, je crois, au début des années, en 1960, ici à Paris, qui étaient les chefs-d'œuvre au musée de l'Homme, les chefs-d'œuvre du Canada, et des arts indiens et esquimaux du Canada. Il y a quelques pièces qui sont venues à Paris, puis après cette exposition a été donc elle s'est tenue aussi à Ottawa. Mais la pièce qui a été la coiffure, en fait, elle est restée dans l'ombre, dans les réserves de la High Foundation jusqu'en 1957. Elle n'a jamais, comment dire, à ma connaissance, elle n'a jamais été exposée, et sans que l'on sache exactement, en fait, elle a été vendue, elle était sortie de l'inventaire en 1957, et elle a été vendue à un marchand d'art, un galeriste marchand d'art de la côte ouest des États-Unis, de San Francisco ou de Los Angeles, qui s'appelle Edward Primus. Et
je ne sais pas exactement dans quelles circonstances elle est arrivée à Paris. Elle a été Kerscharch, qui l'avait montré, qui l'a vendu à André Breton, l'avait montré dans une exposition vente en 1965. Et Kerscharch m'a dit qu'en fait, cette pièce avait appartenu à la peintre Isabelle Valberg, mais je n'en ai aucune. Son fils m'a dit bon, qu'il en avait, enfin, qu'il n'était pas, qu'il avait aucune idée de cette affirmation. Mais en toujours est-il qu'elle est arrivée entre les mains de Jacques Kerscharch en 1965, et c'est la raison pour laquelle, et qu'il l'a vendue à André Breton, et c'est la raison pour laquelle, bon, finalement, aussi Kerscharch voulait que cette pièce arrive au musée, au pavillon des Sessions. Donc cette pièce est arrivée dans la collection de Breton. Donc c'était un objet cérémoniel qui est devenu, changé de statut, qui est devenu un musée, un objet ethnographique. Et effectivement, entre les mains d'André Breton, dans l'atelier d'André Breton, elle a pris un tout autre statut. André Breton a acheté cette pièce donc en 65, une année avant sa mort, qu'il est décédé en 1966. Et c'était une pièce, en fait, elle faisait partie d'un dispositif. André Breton avait été propriétaire depuis une quarantaine d'années d'une peinture de Chirico, d'une peinture de Chirico, et qu'il avait vendue en 1964-65. Et donc cette pièce, c'était une pièce maîtresse dans le dispositif disons, de l'arrangement de l'atelier de Breton, où les pièces étaient les juxtaposées, les œuvres d'art étaient les peintures, les sculptures de ses amis surréalistes ou peintres différents, étaient juxtaposées avec des œuvres disons, d'art folklorique ou des œuvres d'art extra-européennes. Breton avait vendu, je crois que c'est au musée de Stockholm, ce tableau de Chirico, le cerveau de l'enfant qu'il avait depuis à peu près une quarantaine d'années, et qui était un tableau qui était très important dans le dispositif de son atelier, qui était une véritable fabrique du surréalisme, parce que c'était là où il établissait des correspondances entre les objets, où il prétendait que les objets, en fait, n'avaient pas une signification en soi, que c'était dans les relations entre les objets entre eux que les objets prenaient leur propre signification. Mais bien sûr, c'était lui le magicien, c'était lui qui établissait des analogies ou des relations entre ces objets. Donc il avait une certaine somme d'argent, et donc il a fait l'acquisition de 3 pièces. On dit que c'était que le cerveau de l'enfant, c'était comme un aimant, hein, dans l'atelier de Breton. Et donc il a fait l'acquisition de 3 pièces, un ouli, une sculpture ouli de Mélanésie, de Nouvelle-Bretagne, une autre sculpture Tolaï le ouli de Nouvelle-Irlande, un Tolaï de Nouvelle-Bretagne, et puis la coiffure. Et ces 3 objets étaient disposés sur son bureau. Et en fait, il n'en a pas fait véritablement une œuvre d'art. C'est pas, en fait, pour Breton, c'était pas forcément les objets n'étaient pas, il les prenait pas comme des œuvres d'art en soi. Ce qui l'intéressait, c'est la charge poétique de ces objets. Et je crois, en fait, il y a eu quelque chose comme une substitution
Donc le cerveau de l'enfant, c'est un tableau où on voit un homme avec les yeux clos. Et avec la nacre des yeux de la sculpture du Houli et la nacre de la comment dire la nacre de la coiffure, en fait il a fait comme une espèce de jeu de correspondance sur le regard ou sur la vision, sur le regard. Et c'est dans ce dispositif-là, en fait, que la coiffure, disons, a pris toute sa signification. Et puis, pour Breton aussi, il y avait... et comme aussi ses amis surréalistes, les objets, notamment les objets de la côte nord-ouest, mais aussi les objets yuppiques, étaient dotés comme une espèce de charge qui les protégeait. En fait, c'était, par exemple, quand ils étaient à New York, c'était comme des amis qui veillaient sur eux dans cette, disons, période difficile. Et en fait, je pense que aussi Breton attribuait à cette coiffure, comme à d'autres objets de la côte nord-ouest qu'il avait. Il avait des masques à transformation qui étaient des masques non pas trop spectaculaires, mais qui étaient des masques Aïda, où c'était simplement les yeux ou la bouche qui bougeaient. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, même si Breton, je ne sais pas s'il considérait cette œuvre, mais en fait il était tombé en amour quand il avait vu cette pièce, il était subjugué par quand il l'avait découverte par l'hermine. Enfin, apparemment, il y a des témoignages disant qu'il caressait l'hermine, etc. Il y a eu une véritable communication avec cette pièce. Et que Breton, en fait, c'est comme si Breton avait peut-être restitué une espèce de force à cette pièce qu'elle avait perdue et en sommeillant dans les réserves des musées. Et peut-être qu'il lui avait attribué à cette pièce des intentionnalités qui relèvent d'une espèce d'univers magico-poétique. Voilà. Donc cette pièce avait pris une autre signification. Et après, elle a changé encore de statut une fois qu'elle a été restituée, parce que ce qui est intéressant dans la modalité de la restitution, c'est que cette pièce, donc à l'époque, on ne savait pas à qui elle appartenait, à qui appartenait la coiffure. Et elle a été introduite au cours de la cérémonie, elle a été introduite dans la maison cérémonielle d'Allard Bay par Aube et sa fille Ouna, au son de tambours, ces grands tambours qui sont des grandes billes de bois sur lesquelles on tape avec des baguettes. Et après, elle a été montrée au public, par le chef d'Allard Bay, Bill Cranmer, qui était aussi le président du Umista Cultural Center, de la Umista Cultural Society. Elle a été montrée au public et puis après, elle a été dansée dans les mains de plusieurs chefs tout autour de la maison cérémonielle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc elle n'a pas été dansée sur la tête, hein, elle n'a pas été portée par un chef, puisque de toute façon on ne connaissait pas le propriétaire, mais elle a été introduite comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que la coiffure a été intégrée dans la communauté, à la fois comme un objet cérémoniel puisqu'elle a été dansée, mais elle était tenue par les différents chefs qui ont tenu la coiffure. Ils avaient mis des gants blancs, hein, qu'on utilise, que les gens des musées, que les conservateurs ou le personnel du musée utilisent pour manipuler les pièces, mais elle a été aussi donc introduite comme un objet de musée. Et donc j'ai trouvé que ça c'était intéressant qu'on lui ait fait changer qu'elle ait été introduite, réintégrée dans la communauté avec ce double statut. Et puis en fait la vie de la pièce, elle a encore
obtenu, enfin, je pense qu'elle a aussi encore une autre dimension qui s'est ajoutée à ces différentes vies, à ces différentes significations. C'est qu'en 2010, je crois, il y a eu 2010, une exposition du surréalisme à la Vague, à la Vancouver Art Gallery, où là, le musée Umista a bien voulu prêter la coiffure pour l'occasion, et elle était comme eux, en fait, une ambassadrice sur ces terres du surréalisme à Vancouver. Elle était présentée dans les The Color of My Dreams, voilà, et qui a été donc cette exposition qui a été organisée à la Vague, à la Vancouver Art Gallery à Vancouver. Et donc elle a aussi là changé de statut, et maintenant elle est de toute façon réintégrée au musée de Umista, et où il y a quand même un petit bandeau, enfin un bandeau où elle est donc sur un support, dans une sorte de vitrine en verre ou en plastique, une vitrine transparente. Et en dessous, il y a une photo, une reproduction de l'atelier de Breton et de l'endroit, enfin du bureau de l'atelier de Breton, où on voit la pièce in situ dans l'atelier de Breton. Donc il y a un peu comme ça une conflagration des différentes significations.